Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Antoine, Caroline et Tristan sont partis fin 2020 à la rencontre de personnes qui promeuvent d'autres façons de voyager. Qu'elles soient activistes, entrepreneurs, engagés dans des associations ou collectivités, afin de réaliser un documentaire sur les voyages de demain. Les trois camarades sont bien loin de s'imaginer, la Covid à leur trousse, qu'ils embarquent à vélo et en train pour une aventure pleine de péripéties et de prise de conscience, définie par l'imprévu, qui transformera en profondeur leur vision du monde, celle du voyage et bien plus encore. On revient ensemble sur cette expérience initiatique, les interviews, la mobilité douce, les émancipations. De quoi nourrir de riches réflexions sur comment l'on peut transformer les imaginaires du voyage. Bonjour Antoine, bonjour Caroline et bonjour Tristan. Merci de m'accueillir ici à Paris pour ce bel échange à venir. Comment allez-vous ? Ça va très bien en ce qui me concerne. Et bah au top, hein. Content d'être là pour parler avec toi, qu'on a rencontré il y a presque 4 ans maintenant, au tout début du projet, donc ça ramène des souvenirs en même temps que voilà, c'est un plaisir d'être là. Bah oui, écoute, merci à toi d'être venu jusqu'à nous aussi au School Lab. Avec grand plaisir. Donc Way, le voyage de demain, c'est le projet que vous portez, c'est un projet qui est né dans vos têtes en 2019. Cette histoire, elle a commencé lors d'une discussion entre amis, et vous êtes tous les trois portés par l'envie de vivre une aventure hors des sentiers battus. Fin 2019, il y a 2 d'entre vous qui sont entrés en lien avec l'association On the Green Road afin d'être formés à l'audiovisuel, au terrain, au montage vidéo. À ce moment-là, je suis en service civique et je vous rencontre en personne lors de cette formation. J'apprends à connaître votre projet, ses intentions. En 2020, Tristan, tu rejoins le projet. Vous êtes alors tous les 3 étudiants à l'EM Lyon, une école de commerce. Et vous allez profiter d'une année de césure pour vous lancer dans cette aventure à la rencontre d'acteurs et d'actrices qui questionnent le sens du voyage et dessinent les contours d'un voyage plus responsable et plus conscient. Le projet, du coup, c'est de partager les solutions découvertes et votre expérience à partir d'un documentaire. Vous partez en novembre 2020, vous êtes de retour en France en 2021 et vous vous lancez ensuite dans le long et sinueux processus de montage du documentaire. Et là, aujourd'hui, on est en octobre 2024 et ça y est, cette incroyable expérience, elle vient d'aboutir à un magnifique film que j'ai eu le plaisir de découvrir en avant-première il y a quelques jours. Du coup, ouais, c'est beaucoup de joie et d'émotion aussi pour moi de découvrir le fruit d'un projet que j'ai découvert et accompagné il y a 5 ans. Ça fait un sacré processus et franchement, je pense que vous pouvez être très fiers du résultat parce que le film est beau, puissant, on passe par pas mal d'émotions différentes. Et il y a une vraie construction derrière aussi dans le schéma narratif. On va donc revenir un petit peu ensemble sur ce voyage initiatique qui a changé votre vie, mais aussi sur comment il a défini et changé votre vision du voyage. Si on retourne en 2020, vous aviez déjà voyagé sur d'autres continents par le passé, passant par des circuits plus touristiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de sortir des sentiers balisés du tourisme de masse cette fois-ci ? Alors déjà, merci Anthony pour cette très belle rétrospective.
Je trouve qu'il y a vraiment tous les mots et tous les détails pour un peu retracer la genèse de ce projet-là de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, on a eu de la chance pendant nos études de pouvoir partir à l'étranger. En fait, à l'issue de la première année, on est parti chacun faire un stage où c'était obligatoire à l'étranger. Donc avec Caro, on est parti au Cambodge et Antoine, il est parti au Chili. Donc ça, c'est sûr que c'est une expérience à l'étranger qui nous a beaucoup marqué. Avant, on avait eu l'occasion, chacun d'entre nous, de partir en voyage, en vacances, dans le contexte familial ou amical, à différents endroits, plus ou moins lointains d'ailleurs. Et je crois que ce stage à l'étranger, ça a été une certaine forme de déclic parce que, en tout cas, ça a été une expérience très enrichissante parce que c'était un voyage au temps long, chose qu'on n'avait pas eu la chance de pouvoir expérimenter avant. Là, on passait 6 mois dans un pays, dans une culture qu'on ne connaissait pas. Et ça nous a tous les 3 beaucoup marqués. Et derrière, quand on est rentré, alors effectivement, comme tu le dis, donc j'ai rejoint en 2020 et donc Antoine et Caro avaient déjà initié le projet. Donc moi, je suis arrivé en cours de route. Mais je crois que c'est vraiment après cette expérience-là et puis celle du Covid qu'est venue l'idée de se poser des questions sur justement comment est-ce qu'on fait pour sortir du tourisme de masse, mais plus largement, comment est-ce qu'on change nos pratiques en voyage pour qu'elles puissent coïncider avec les enjeux environnementaux et notre volonté d'agir sur ces sujets-là et de se rendre compte que le voyage pouvait être un levier d'action important à l'échelle de chaque individu. À la fois, vous souhaitiez aller interroger des acteurs et des actrices du Voyager autrement, et en même temps, vous souhaitiez vraiment l'expérimenter de votre plein gré. Et notamment, vous avez voyagé à vélo, en tout cas au moins au départ. Pourquoi le vélo ? Pourquoi le vélo ? Parce que c'est une des manières de voyager à moindre impact qu'on a identifié assez rapidement. Comme tu le disais, l'idée c'était vraiment d'aller à la rencontre d'experts de ce sujet du voyage responsable, de tout type, des acteurs publics, entrepreneurs, des voyageurs, des sociologues, des historiens, etc. Mais de l'expérimenter dans notre chair aussi, ce voyage responsable-là, pour pouvoir mieux en parler, connaître aussi peut-être ses freins, ses contraintes et ses avantages. Et donc le vélo, c'est assez naturellement que c'est apparu comme un moyen de transport qui avait un impact assez faible. Globalement, ça mobilise l'énergie de ses jambes, alors sans occulter forcément l'impact qu'a la phase amont de production du vélo, etc. Mais quand même, mis bout à bout, l'empreinte carbone d'un voyage à vélo est évidemment bien moindre qu'en utilisant d'autres moyens de mobilité aujourd'hui qu'on utilise plus couramment en voyage. Et le vélo permet quand même de parcourir des distances intéressantes, en tout cas plus que la marche à pied, qui est aussi un des premiers moyens de transport, entre guillemets, auxquels on a pensé et qu'on a eu l'occasion d'expérimenter plusieurs fois, et notamment sur quelques longues distances pendant le voyage. Mais donc voilà, le vélo, je dirais que ça a allié cette possibilité de partir assez loin. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais expérimenté au-delà de nos balades dominicales en famille. Donc c'était une autre aventure. Et en effet, je pense que c'était aussi ça, c'était une aventure. Et Way, notre voyage, c'était aussi partir à l'aventure. Et donc voilà, le voyage à vélo, c'est une belle aventure, une promesse de belles aventures en tout cas. Et donc avant de vous élancer à vélo de France pour parcourir un peu l'Europe, justement, ce que vous avez dit, c'est que le but, c'est de réaliser un documentaire et d'aller interroger toutes ces personnes. Est-ce que vous avez défini des contacts à l'avance, sélectionné des personnes ? Comment vous avez fait de ce point de vue-là ? C'était un peu mon taf dans le projet au démarrage. On s'était répartis les rôles parce qu'on est quand même super complémentaires et ça a été le cas tout au long du projet. Mais donc moi, en effet, mon rôle au début, parce que j'aime faire ça aussi, c'était d'identifier et d'entrer en contact avec différents experts tout au long de notre itinéraire qui traitent de ce sujet-là. Donc comme je disais tout à l'heure, on a essayé déjà d'avoir une bonne représentativité de différentes expertises autour de ce sujet-là. Donc on a cherché à avoir des acteurs publics, des sociologues, des historiens, des entrepreneurs, des militants aussi, voilà. Essayer d'avoir une panoplie de visions sur ce sujet-là pour pas d'entrée de jeu le traiter de manière très unilatérale et puis d'aller s'inspirer de différents profils et dans différents pays. Et donc, en fait, c'est en creusant le sujet très concrètement sur Internet. Et donc, par exemple, typiquement, à un moment donné, j'étais chez mes parents devant la télé et je vois une experte suédoise qui parle du sujet du train brag. Donc, c'est la fierté de prendre le train
en opposition à la honte de prendre l'avion. C'est 2 phénomènes qui sont nés en Suède et du coup qui sont très reliés à notre projet. Et je me suis dit, mais franchement, ce serait trop bien qu'on ait ce genre de personnalité-là à interviewer pendant notre voyage. Et finalement, ça a été assez facile de rentrer en contact avec elle sur Instagram. Elle a répondu très vite et ça a été une personnalité un peu phare aussi de notre voyage qui elle-même nous a mis en contact avec d'autres experts suédois parce que c'est tout aussi un mouvement et un réseau. Donc ça a facilité aussi la mise en contact. Donc c'est pas mal de bouche à oreille. On a laissé un peu la liberté à nos intervenants de nous aiguiller vers d'autres acteurs du voyage responsable. Et puis après, je dirais qu'il y a aussi eu, une fois qu'on avait avancé dans le voyage et déjà pas mal décortiqué ce sujet-là, on a identifié un peu des expertises complémentaires ou qui nous manquaient. Je pense par exemple au volet historique, enfin avoir un historien ou des sociologues qui puissent nous parler de ça parce qu'on s'est vite rendu compte que le voyage dans sa forme actuelle avait beaucoup changé par rapport au sens initial du voyage et la façon dont l'homme voyage depuis la nuit des temps. Enfin, et on avait envie de comprendre en fait cette évolution-là. Est-ce que le voyage a un vrai besoin depuis la naissance de l'homme, l'apparition de l'homme sur Terre, ou est-ce que ça s'est créé? Enfin voilà, comprendre tous ces phénomènes-là. Et donc au fur et à mesure, on a aussi ciblé davantage certains experts qui nous manquaient pour traiter de manière assez exhaustive cette question-là. Par la suite, vous commencez à voyager en vélo en novembre 2020. Une période un peu compliquée parce qu'il y a le 2e confinement qui arrive en France à ce moment-là. Comment ça se passe? Est-ce que vous repoussez votre départ encore plus? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que même au départ, pour la petite anecdote, on voulait partir davantage en été. On s'était dit, ça peut être plus sympa de profiter du vélo l'été, il fait meilleur, c'est plus sympa, il fait plus jour aussi, parce qu'en les pays nordiques, il fait quand même nuit assez tôt. Donc non, au moment où le 2e confinement arrive en novembre, on se dit au contraire, il faut pas qu'on se laisse enfermer dans un 2e confinement, c'est maintenant ou jamais. Donc en fait, c'est ce qui nous a poussé à partir, de se dire, si on part pas maintenant, peut-être qu'on n'aura jamais l'opportunité. Et c'est là que on s'est pris un peu pour des grands aventuriers, traverser la frontière belge à vélo, faire 5 km sur les pavés du Paris-Roubaix et arriver à tourner, prendre un train, se rendre compte que la Belgique va aussi bientôt fermer, donc arriver en Allemagne, se rendre compte en Allemagne que la frontière va bientôt fermer, prendre un bateau. Enfin voilà, c'était une course contre la montre, mais finalement on est parti pile poil au moment, je pense. Au final, vous vous retrouvez assez vite dans le seul pays un peu qui garde ses frontières ouvertes, la Suède. Ouais, c'est ça, exactement. La Suède, un des seuls pays qui n'a jamais véritablement fermé ses frontières. Bien que c'était intéressant quand même de discuter avec les Suédois parce que même si les frontières n'étaient pas fermées, qu'il n'y avait pas de règles strictes comme en France, au final, ils étaient plus stricts que nous, Français, sur les règles sanitaires. On avait prévu justement de se loger en Suède dans ce qu'on appelle les warm showers, c'est les communautés de cyclistes qui accueillent des personnes à vélo pour dormir, pour donner un repas, et voilà, c'est une communauté assez bienveillante. Et on a réussi à en avoir qu'un seul parmi les dizaines de demandes qu'on a faites, un seul qui était un couple qui nous a accueillis, mais dans son jardin. C'est-à-dire que on passait pas les limites de la maison parce que le gouvernement avait incité à ne pas le faire. C'est assez intéressant parce que différence culturelle avec la France, on était un peu plus, on va dire, à essayer de passer les règles comme on pouvait. 1 kilomètre à la ronde, on essayait de faire 1,5. Donc c'est là où on a, dès les premières semaines, vu les différences culturelles entre un pays comme la France et la Suède, qui sont pourtant des pays assez proches. Ce qu'on voit pas nécessairement dans le film, c'est justement cette difficulté que vous a posé les conditions sanitaires. On le voit un petit peu, mais pas tant que ça. Et justement, sur la question de l'hébergement, on le sait pas forcément. Et c'est vrai qu'on vous voit pas mal faire de bivouac dehors, mais du coup, c'était clairement lié à ça, au fait que le réseau Warm Shower, finalement, ne pouvait pas vous accueillir. Peut-être qu'il y avait même des hébergements, je sais pas, de type auberge de jeunesse ou autre qui étaient fermés. Enfin, comment vous avez procédé? Est-ce que c'était uniquement du bivouac, finalement? Ouais, on s'était dit que déjà, on avait pris la tente. On s'était dit qu'on avait envie aussi de tester un peu cette manière de voyager, mais on voulait pas que ce soit la seule manière. On voulait vraiment rencontrer du monde sur place, des Suédois, loger chez eux. On s'est vite rendu compte que c'était compliqué. Et là, en fait, quand on est tombé sur les shelters, les abris suédois, 3 murs, on va dire, c'est même pas des murs, hein, c'est un abri en bois, quoi, qui pouvait nous accueillir. On s'est dit, mais c'est encore mieux que la tente. En plus, il y avait des petites bûches à chaque fois fournies par la commune. Il y avait personne parce que c'était le Covid et que c'était surtout au mois de novembre. Donc finalement, on n'a pas ressenti vraiment le problème de ne pas être accueilli par les Suédois, si ce n'est de pouvoir davantage parler avec eux. Mais on avait la chance de parler quand même pas mal avec eux dans les rues, dans les centres commerciaux. Donc cet aspect-là, on l'a aussi découvert. Mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui nous aura manqué en Suède, de davantage être chez les gens.
Pour ajouter un mot, c'est vrai que le Covid, ça a vraiment transformé notre façon de voyager à ce moment-là, mais je pense que comme un peu tout imprévu, on a essayé de le transformer comme une opportunité, si je peux dire. Donc oui, c'est clair que sur l'hébergement, ça a complètement changé nos plans, mais sur certains aspects pour le mieux, et sur d'autres, c'est sûr que ça sera l'occasion de d'autres voyages d'expérimenter d'autres façons de s'héberger en voyage. Dans le voyage responsable, il y a une idée reçue qui est vraiment, ça complique les choses, c'est pas facile à organiser, etc. Nous, on est vraiment partis dans des conditions, alors un peu extrêmes parce qu'on s'est mis tout seul dans ces conditions-là et qu'à nouveau, c'était l'aventure, donc ça nous faisait plaisir. Pas forcément, tout le monde doit pas forcément répliquer ça, mais en tout cas, voilà, on l'a fait dans des conditions en novembre-décembre, en Suède, à vélo, en pleine période de Covid, et pour autant, on a réussi à voyager, à avoir des souvenirs mémorables, à vraiment vivre pleinement le voyage. Donc ça casse un peu cette idée reçue-là de la difficulté d'organiser un voyage responsable, parce que même dans les pires conditions, ça laisse des souvenirs de ouf et c'est le voyage, donc voilà. Oui, on va y revenir beaucoup, mais l'imprévu justement fait partie du voyage aussi. Vous l'avez découvert comme vous dites, mais même quand il n'y a pas le Covid, il y a toujours des galères, il y a toujours des crevaisons que vous avez aussi vécues, il y a toujours ce genre de choses et des rencontres qui sont faites sur le chemin qui peuvent changer aussi beaucoup de choses, quoi. Du coup, vous commencez à découvrir ce qu'est l'itinérance à vélo en Suède, entre Malmö et Göteborg. Comment ça se passe ces premiers jours ? On découvre. On arrive à Malmö, on veut se poser un peu quand même parce qu'on est parti à l'arrache. On n'avait pas prévu de partir. On avait prévu de partir une semaine après. Donc quand c'est la dernière ligne droite, une semaine, ça fait quand même la différence sur les derniers petits préparatifs. Donc on arrive à Malmö, on se pose un peu, on découvre la ville. Des derniers préparatifs, on préparait aussi notre campagne de financement participatif. Donc qu'on a lancé là-bas. On voulait la lancer en France, finalement on l'a lancée là-bas. Et puis après, on enfourche nos vélos pour la première grande étape pour aller à Göteborg. Et c'est là qu'on longe la mer, on voit des super paysages. Le soleil se couche tôt, 16h30, 17h, mais du coup on voit tout le temps des couchers de soleil. On découvre des super shelters en bord de mer. Donc vraiment, on teste aussi le fait de voyager lentement. On prend le temps, on fait des pauses. On découvre aussi des nouveaux supermarchés. C'est bête à dire, mais on change nos habitudes, nouveaux supermarchés, nouvelles saveurs. On se dit d'ailleurs qu'on se lance dans un mois végétarien. On s'est dit pourquoi pas tenter, quand on est en Suède, on n'a jamais tenté le coup de faire un mois complet sans manger de viande, pourquoi pas le tenter ? Donc on le tente. En fait, on essaye plein de trucs, on est un peu dans un mood voyage et on essaye des choses, on se prend pas la tête et puis on avance, quoi. Vous finissez par arriver à Göteborg, qui est un peu la première ville-étape de votre voyage, pour rencontrer une certaine Maja Rosen. À ce moment-là, vous êtes loin de vous imaginer que cette rencontre, elle va un peu changer votre vie. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Maja Rosen et pourquoi vous souhaitez la rencontrer ? Donc oui, Maja Rosen, c'est une activiste sur le climat en Suède et qui a notamment fondé un mouvement qui s'appelle We Stay on the Ground, qui a eu beaucoup de résonance en Suède, mais aussi dans d'autres pays en Europe et dans le monde. Et en fait, elle a lancé ça a démarré avec une campagne pour inciter les gens à ne plus prendre l'avion pendant 1 an ou plus de temps, constatant notamment que les Suédois étaient assez friands de l'avion. En fait, ça fait partie des pays qui prennent le plus fréquemment l'avion, et sans être dans le cliché, mais notamment il y a beaucoup de Suédois qui vont en Asie pour les vacances, et donc du coup il y avait vraiment une prise de conscience, notamment liée à Greta Thunberg, qui est aussi suédoise, donc l'envie de lancer cette campagne pour inciter les gens à ne plus prendre l'avion. Et donc, on est allé la rencontrer parce qu'on voulait justement questionner cet enjeu de l'avion et des moyens de transport plus largement en voyage. Et c'est vrai que ça a été pour nous un peu une claque parce que elle nous a vraiment marqué dans le message qu'elle nous a transmis. Je crois qu'on s'y attendait pas tant que ça. On y allait un peu la fleur au fusil en se disant voilà, on sait que c'est une activiste, on va pouvoir discuter. Mais c'est vrai qu'elle nous a vraiment marqué. Et alors, sans spoiler sur le film, mais c'est vrai que c'est une des interviews qui nous aura le plus marqué parce que c'est une vraie prise de conscience, et notamment sur l'impact de l'aviation. Et c'est sûr que derrière, on ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir. Donc c'est des questions qui nous ont marqués sur la suite. Ouais, c'est une réflexion qui va infuser en vous tout au long du voyage. Et justement, j'invite les personnes qui nous écoutent à voir le film et à voir qu'est-ce que ça implique, justement,
Par la suite, comme tu disais, Caroline, vous êtes allée à la rencontre d'une personne à Stockholm qui a lancé un mouvement pour rendre les Suédois et les Suédoises fiers de prendre le train. C'est une solution qui était évoquée justement pour ne plus recourir à l'avion. Comment se passe cette interview ? Quels sont un peu les apprentissages qui en ressortent ? En effet, on est allé voir Susanna après à Stockholm. Toujours à la force de nos mollets en vélo, à coup d'une grande traversée entre l'ouest et l'est de la Suède. Et en effet, Susanna donc, nous parle du train. Susanna, c'est une fervente défenseuse du train. Et en fait, ce qui était assez chouette, c'est d'avoir pris conscience avec Maya de l'impact de l'aviation, du fait que quand on parle de voyage responsable, on ne peut pas négliger l'impact de ce moyen de transport-là. Mais pour autant, Susanna nous apporte sur un plateau un peu une solution pour se dire, en fait, c'est pas parce qu'on peut plus prendre l'avion ou qu'on devrait vraiment limiter le voyage en avion que pour autant on peut plus voyager et voyager loin, parce que tout à l'heure je parlais du vélo pour faire des distances déjà honorable par rapport à la marche à pied, mais alors là le train c'est une vraie alternative plutôt viable à l'avion pour aller loin. Malheureusement le train ne permet pas de traverser les océans, donc il y a certaines destinations où il faudra faire autrement pour aller loin et on pourra en parler tout à l'heure, mais on a aussi expérimenté le voilier, notamment en tout cas le bateau pour traverser les océans, évidemment ça marche mieux que le train, mais en tout cas le train nous permet quand même d'aller super loin. En France déjà à l'échelle nationale on a un réseau ferroviaire qui est top, et donc ça à la suite de cette interview là et puis depuis dans nos voyages on n'a que l'occasion de le constater, parce qu'on est devenu à notre tour vraiment fervent défenseur de ce moyen de transport-là et complètement adepte. Mais au-delà de la France, des trains en Europe avec Interrail, il y a moyen de vraiment parcourir des longues distances. Et puis même au-delà, nous ce qu'on avait appris, alors peut-être pas à ce moment-là, mais un peu plus tard, c'est que aujourd'hui on peut relier Lisbonne à Singapour, si je ne me trompe pas, en train. Alors à coup de plusieurs correspondances, il doit y avoir une bonne dizaine de correspondances, mais bout à bout on peut y arriver. Le réseau ferroviaire existe, et après on met une quinzaine de jours je crois pour y arriver, si on ne fait pas trop grande pause entre chaque train. Donc voilà, je trouve que ça, l'interview de Susanna et puis la manière dont on a eu de s'emparer après de cette solution-là qui est le train, ça montre bien que c'est une alternative très chouette à l'avion pour de longues distances, et après sans parler de tous les avantages que présente le train par rapport à l'avion. Le fait notamment de voir les paysages défiler, de reprendre conscience de l'importance du trajet par rapport à la destination. On se rend vraiment compte de la distance qui défile, des paysages, des évolutions, etc. Et on se sent bien plus ancré dans son voyage que quand on est téléporté à l'autre bout du monde en avion. Et d'ailleurs, si vous venez voir le film, il y a un moment où on passe vraiment d'un point A à un point B en train, en ayant une expérience vraiment sympa, et on arrive dans un endroit complètement différent. Donc je vous invite à venir voir le film pour le découvrir. Comme vous le mentionnez, au final, très concrètement, si par exemple on veut voyager en Europe en train, il y a le programme Interrail qui existe. Et si on veut aller à Singapour, qu'on doit traverser toute la Russie, qu'on veut passer par la Mongolie et la Chine, il y a le transsibérien qui existe, même si ça peut être un peu plus compliqué en ce moment au regard de la situation géopolitique avec la Russie. Mais en tout cas, on peut vraiment le faire. Il y a des programmes aussi qui facilitent encore la chose. Et pour compléter, c'est vrai, Caroline, tu parlais du train, du fait qu'on pouvait voir défiler les paysages. Et c'est vrai qu'on peut le faire en train, mais on peut aussi le faire en vélo. Comme on vous le disait, on l'a découvert. Et ce qui est super, c'est qu'en Europe, comme il y a Interrail pour le train, il y a les Eurovélos pour le vélo. C'est une carte. Je sais plus combien il y en a, il me semble qu'il y en a une trentaine, ouais, c'est ça. Une trentaine d'Eurovélos qui relient tous les points de l'Europe qui se croisent. Et en fait, les Eurovélos, c'est la somme de pistes cyclables de chaque pays qui, mis bout à bout, forment les Eurovélos. Donc nous, on a pris un bout de l'Eurovélo 12 qui justement traverse toute la côte ouest de la Suède. Et qui passe aussi par la France, il me semble. Enfin, je sais plus exactement, je les connais pas par cœur, mais en tout cas, si à un moment donné vous voulez voyager à vélo entre les différents pays européens, les Eurovélos, c'est vraiment un bon repère. On y croise plein de cyclistes aussi. Vous parliez du réseau Warm Shower, justement, qui permet à des cyclistes d'être logés par d'autres cyclistes aussi dans leur maison. Donc il y a plein de dispositifs qui existent et qui facilitent le fait de voyager à vélo. Donc là, on a parlé du voyage à vélo, on a parlé du voyage en train, de moyens de transport que vous avez utilisés. Quelles sont les autres mobilités douces à laquelle vous avez fait appel ?
Donc oui, donc effectivement, le train, le vélo, on a expérimenté d'autres, je pourrais revenir dessus, mais le bateau, le bus, la marche à pied, etc. Et c'est vrai que le transport, c'est une question qui nous a beaucoup travaillé pendant ce voyage parce que c'est un des 5 piliers un peu qu'on avait identifié comme levier pour voyager de manière plus responsable. Donc il y avait le transport, mais il y a aussi l'hébergement, il y a l'équipement, il y a l'alimentation et enfin les loisirs. C'est un peu ces 5 grands piliers sur lesquels, au début en tout cas, on est parti et on s'est dit on va essayer de trouver des solutions pour chacun de ces piliers. Et donc sur le transport, on a eu la chance pendant ce voyage-là d'en expérimenter plusieurs, mais il en existe en fait énormément. Sans spoiler, mais on n'a pas fait de voyage à cheval ou en deltaplane. Voilà, il y a quelques moyens de transport qu'on n'a pas testés, mais en tout cas, il y en a beaucoup et certains nous ont pas mal inspirés. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais notamment le voilier, c'est vrai que c'est une expérience qui nous a marqué et un moyen de transport auquel on n'avait pas forcément pensé au début. Le voilier, c'était... Moi, avec le vélo, c'est vraiment mes 2 moyens de transport préférés dans tous les moyens de mobilité douce que j'ai testés, parce que déjà, c'est pour moi les 2 qui sont les plus low carbone. Quand on voyage en voilier, ce qui est intéressant, c'est que il est possible d'émettre un peu de gaz à effet de serre si on allume le moteur. Parce qu'il faut savoir que dans les voiliers, en général, il y a quand même un moteur, notamment pour faire les manœuvres au port ou quand il n'y a pas du tout de vent. Mais globalement, une fois qu'on est lancé et qu'on met les voiles, voilà, c'est comme le vélo. Une fois qu'on a commencé à pédaler, ça va tout seul. Très low carbone. Et puis aussi, comme le vélo, un moyen de transport qui est assez lent. On se rend pas compte, mais en fait, quand on fait des grands voyages en transatlantique en bateau, par exemple, ceux qui le font, il n'y a pas tant de kilomètres que ça. Donc c'est simplement que c'est un moyen de transport qui est lent. Moi, personnellement, j'ai adoré la lenteur du moyen de transport, voir les paysages défiler, pouvoir aussi prendre le temps de réfléchir sur soi, de prendre du recul. Voilà, je fais beaucoup de parallèles avec le vélo sur le voilier. Ouais, par exemple, je sais que rien que pour aller en Corse, ça prend 1 ou 2 jours en voilier, alors que ça prend beaucoup moins de temps en avion ou en ferry. Ouais, c'est sûr, en avion. De toute façon, l'avion, c'est vrai que c'est incomparable avec beaucoup de moyens de transport, mais même le ferry, on a l'impression qu'on va lentement, mais on va très très vite par rapport à un voilier. Et pour autant, les distances sont vraiment courtes. Donc c'est la Corse, je sais plus exactement, mais je crois que c'est minimum plus de 24 heures. Mais c'est des expériences vraiment chouettes. Pour rebondir sur ce que tu dis, parce que ça m'y fait penser, je trouve qu'on a souvent tendance à vouloir tout comparer entre un moyen de transport et un autre, justement le temps qu'on va y mettre, l'argent, ce que ça coûte. C'est un réflexe peut-être assez normal, mais c'est vrai que quand on dit un moyen de voyager différemment, c'est par exemple le bateau, on va nous dire oui, mais vous êtes marrant, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et alors si on dit c'est le train, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, on a un peu ce vieux réflexe tous de vouloir tout comparer. Et en fait, c'est vrai que les moyens de transport qu'on a testés, en fait, sont difficilement comparables les uns avec les autres. Certains ont des avantages par rapport à d'autres et des inconvénients, parfois c'est le prix, le temps, etc. Mais le fait de l'avoir expérimenté, et nous en 6 mois de temps d'être passé d'un moyen de transport à un autre, on se concentre plus sur les avantages que chacun représente. Alors après, oui, évidemment, le temps c'est une contrainte et on n'a pas tous la chance d'avoir 6 mois, ça on en est bien conscient. L'argent c'est une contrainte, on n'a pas tous le même budget pour partir en voyage. Nous en l'occurrence, on n'avait pas un budget très élevé pour partir aussi en voyage, donc on a fait aussi avec les moyens du bord et du coup c'est vrai que le voyage à vélo, voyage en voilier, c'est pas des moyens de transport qui coûtent cher typiquement si on compare là-dessus. Mais voilà, ce que ça apporte, c'est totalement différent. Reprendre son temps comme disait Antoine, avoir un peu une dimension introspective aussi qu'on n'a vraiment pas dans l'avion, ou alors c'est très courte durée quand on voit le paysage vu d'en haut, mais voilà, c'est plein de choses qu'on peut pas comparer en fait. Donc voyager responsable, ça peut pas être que des indicateurs qu'on compare les uns avec les autres et qu'on dit non, ça ne marchera pas parce qu'on c'est plus cher, plus long, nanana. Ouais, mais en fait ça se ressent aussi dans sa chair, je trouve. Et donc le bateau, la marche à pied, le vélo, ça prend du temps, mais c'est ça qui laisse aussi des traces un peu mémorables, je trouve. Et je vais compléter par 2 petits mots sur le voilier. C'est vrai que c'est un des moyens de transport, alors peut-être aussi parce qu'on l'avait peu ou pas expérimenté avant, mais où on s'est dit le chemin fait vraiment partie du voyage. Pour le coup, le voilier, ça nous serait pas venu à l'idée de l'accélérer pour qu'il aille plus vite,
parce que justement, ce qu'on a aimé sur le voilier, c'est vraiment le chemin. Enfin, là, encore plus que l'endroit où on allait, c'était vraiment le chemin. Donc voilà, donc c'est vraiment un moyen de transport qui nous a permis de mettre des mots sur ce sujet-là. Et puis voilà, vu qu'on parlait de la Corse, c'est le deuxième petit point que je voulais mettre sur la table, c'est que aujourd'hui, il y a des initiatives qui se développent qui permettent de rendre possible ce moyen de transport. Et notamment, il y a une initiative qui s'appelle Sail Coupe qui propose des trajets depuis Toulon ou Saint-Raphaël pour aller jusqu'en Corse. Donc voilà, moi je suis jamais allé en Corse, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un moyen de transport qui me donne envie d'aller en Corse, ne serait-ce que pour expérimenter cette expérience-là de traverser la Méditerranée pour rejoindre cette île, enfin traverser un petit bout, disons. Voilà. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut se dire que pour l'instant, ces initiatives, elles peuvent rester un peu chères, mais en fait, quand on prend en compte que ce qu'on paye aussi, c'est le fait de profiter à l'instant présent du voyage et du chemin en voilier, à ce moment-là, on se dit, au final, c'est plus si cher que ça, alors qu'on n'a plus du tout cette relation-là avec le transport, parce qu'on se dit, je vais aller en Corse et je prends l'avion. Je suis pas là pour profiter du temps d'avion, je veux juste atterrir, arriver à destination. Il faut se dire, je pense aussi que le prix prend en compte ça, le fait de pouvoir profiter aussi de cet instant-là, qui est complètement différent de ce qu'on peut vivre sur Terre. Tout à fait d'accord, et c'est une question qui nous avait été posée à l'avant-première du film aussi, sur le rapport temps, argent, etc. et la comparaison faite entre chaque moyen de transport, et notamment avion versus train. Donc c'est sûr que si tu cherches à minimiser vraiment le budget qui va être disponible pour ton transport, pour pouvoir dépenser un maximum sur place, c'est une logique qui est assez différente. Mais dans l'idée, si ton voyage fait vraiment, ton trajet fait vraiment partie du voyage, tu cherches pas forcément à garder un maximum d'argent pour pouvoir le dépenser sur place, mais ça te dérange un peu moins, comme tu disais, de mettre une partie de ton budget de voyage dans ce chemin-là. Vous avez expérimenté effectivement à un moment le voilier. Vous voulez pas trop en dire plus justement sur où se passe cette expérience. Est-ce que je peux vous demander d'apporter un peu plus de contexte sur le fait de ne pas parler de l'itinéraire du voyage et de certaines prises de conscience ? Oui, bien sûr, je pense qu'en effet, la question vaut d'être posée. C'est vrai que quand on parle de voyage, de pas trop dévoiler l'itinéraire, on a sûrement envie de savoir quel pays on a parcouru, etc. On a déjà donné quelques indices entre guillemets, mais c'est vrai qu'on a un peu cette volonté de pas trop spoiler, parce que au-delà de vous donner envie d'aller voir le film, c'est vraiment parce que derrière l'itinéraire qu'on a réalisé à l'issue de ces 6 mois, quand on est revenu, quand on a regardé l'itinéraire qu'on avait parcouru, il est un peu différent de celui qu'on avait prévu de parcourir au démarrage, et justement derrière tout ça se cache pas mal d'enseignements qu'on a tirés de ce voyage-là et de prise de conscience. Donc c'est un peu des moyens de faire revivre aux spectateurs les étapes par lesquelles on est passé. Donc c'est pour ça qu'on en dit volontairement pas trop. Oui, c'est ça. Pour compléter, c'est vrai que l'itinéraire est en fait assez représentatif de notre conception du voyage avant et après le voyage qu'on a effectivement réalisé. Tout à l'heure, Tristan, tu parlais de différents piliers que vous avez voulu explorer. Il y a celui du voyage bas carbone. Là, on a parlé justement des différents moyens de transport que vous avez utilisés, expérimentés. Tu parlais aussi de l'hébergement responsable, de l'alimentation. Est-ce que vous avez interviewé justement des personnes sur ces volets-là ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces rencontres et de ce qui en est ressorti ? Oui, tout à fait. C'était aussi la volonté de pouvoir explorer ces différents piliers-là, et notamment sur le pilier de l'hébergement responsable. En Suède, on a rencontré 2 acteurs qui réfléchissent, mais plus que réfléchissent, mettent en œuvre des solutions concrètes pour permettre d'avoir un hébergement qui soit un peu différent et qui a un impact moindre, environnementalement parlant. Et donc, en effet, on a pu rencontrer l'exemple d'un hôtel un peu particulier, parce que un peu fait maison, avec des matériaux de récupération, etc. Et pour autant, le rendu et l'expérience qu'on vit dans cet hôtel-là, sans trop en dire, est insolite et géniale et qualitative, etc. Donc, c'est en termes de construction du bâti ou de l'empreinte au sol des bâtiments de l'hôtel, ça n'a rien à voir. Donc c'est en ça que c'est une alternative viable.
Et deuxième initiative aussi qu'on a pu découvrir du coup en Suède, c'est un autre hôtel d'une autre forme, un peu plus grand, qui ressemble extérieurement un peu plus à des hôtels qu'on pourrait voir en ville. Et en même temps, dans sa conception, les matériaux ont été vraiment... Enfin, l'hôtel a été éco-conçu. Et aussi dans la logique et la philosophie de cette offre d'hébergement, c'est aussi assez original parce que pour chacune des chambres de l'hôtel est mis à disposition un vélo pour pouvoir explorer la ville différemment, plus lentement, comme on le disait. Voilà, donc c'est ce qu'on ne retrouve pas forcément dans une autre chambre d'hôtel. On a plutôt une télé, là, il n'y en a pas dans l'hôtel de Peter qu'on a rencontré. Donc voilà, c'est aussi une autre approche qui va au-delà de seulement de l'offre de la chambre, mais c'est aussi une philosophie de découvrir le lieu dans lequel on atterrit. Et pour compléter, il y avait même une troisième initiative qu'on a eu l'occasion de rencontrer quand on est revenu en France, qui s'appelait Solikend. On peut l'évoquer, hein. Et puis c'était aussi une alternative sympa. C'est voilà, les hôtels, dans le cadre de leurs engagements responsables, qui mettent à disposition des chambres d'hôtel en dernière minute ou pas. J'ai plus le détail en tête exactement. Mais justement, vous, en tant que voyageur, vous pouvez prendre une chambre d'hôtel et choisir l'association dans laquelle sera reversé 100% du prix de la chambre d'hôtel. Donc, beau moyen aussi de trouver un peu du sens dans l'hébergement. De se dire que là, je vais payer 100 € ma chambre d'hôtel, et ben ces 100 €, je vais les donner à telle association. C'est assez intéressant. Enfin, le modèle économique derrière, c'est d'encourager à voyager hors saison. Et donc, justement, Solikend arrive à nouer des partenariats avec des chaînes d'hôtels qui font pas le plein hors saison et du coup, qui peuvent un peu casser les prix et mettre à disposition ces chambres d'hôtel pour que le prix de la chambre soit reversé à une association. Donc là, on a pas mal parlé justement des rencontres que vous avez fait en Suède, qui était le premier pays dans lequel vous avez voyagé. Pour clore un peu ce chapitre suédois, quelles sont un peu les découvertes que vous avez fait de ce pays dont vous pouvez nous parler ? Alors moi, il y a un point qui me vient en tête, là, tout de suite, quand tu poses cette question-là, qui est une vraie différence avec la France, notamment, c'est le droit à la nature. En fait, en Suède, ils ont un droit à la nature, c'est l'allemansrätt en suédois, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est l'idée. C'est le fait d'avoir le droit de jouir de la nature et de ce qu'elle nous offre librement pour chacun, des citoyens suédois, mais aussi des voyageurs qui passent par la Suède, etc. Et donc, de pouvoir faire, par exemple, de la cueillette dans la nature, de pouvoir dormir, bivouaquer, etc., sans se poser la question, est-ce que j'ai le droit de bivouaquer ici en France, c'est vrai que ça, c'est un peu un point qui est compliqué parfois. Je sais que moi, depuis le retour de Way, je me pose souvent la question, est-ce que j'ai le droit là, de planter ma tente ou non ? Ça s'explique aussi, hein, c'est normal qu'il y ait des restrictions parfois dans des zones protégées, etc. Mais en fait, en Suède, et t'en parlais tout à l'heure, Antoine, ils ont aussi un respect un peu intrinsèque de la loi, et donc ils vont typiquement, naturellement, pas penser au fait de dégrader certains espaces naturels, etc. Donc ils sont très respectueux aussi de la nature, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Typiquement, si on appliquait ça en France ou dans d'autres pays, je suis pas sûre que ça fonctionnerait, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est vrai que en France, il faut mettre aussi certaines barrières pour pouvoir cadrer tout ça. Mais voilà, en Suède, il y a vraiment ce droit à la nature qui nous a fait profiter pleinement de la nature, avec respect, mais c'est vrai que ça rapproche, ça crée une forme de proximité, je dirais, avec la nature, ce qui peut nous manquer parfois en France. Donc je trouve que c'est une belle source d'inspiration que ce droit d'accès libre à la nature. Et oui, donc effectivement, juste pour compléter, le fait de rendre le lieu dans sa forme initiale est la condition pour pouvoir en jouir pleinement. Ce qui m'a aussi, moi, plutôt, on va dire, surpris, que ce soit, enfin, pas forcément négatif quand je dis ça, mais c'est le fait que les Suédois, ils sont assez carrés sur plein de choses, et notamment sur pas mal d'aspects environnementaux. Ils trient très bien leurs déchets, ils mangent bio, il y a énormément d'alternatives végétariennes, véganes. Enfin voilà, on sent qu'il y a une avance sur la France, notamment sur ces sujets-là. Et par contre, voilà, comme le disait tout à l'heure Tristan Caro, je sais plus, mais c'est un des pays qui prend le plus l'avion. Malgré le fait qu'ils soient très engagés sur un certain nombre de sujets, ils n'ont pas forcément les ordres de grandeur bien en tête. Comme nous, hein, enfin voilà, on est tous pareils aujourd'hui, c'est un des gros problèmes, on n'a pas forcément les ordres de grandeur de l'impact de chaque action qu'on pourrait avoir. Mais je trouve qu'un truc intéressant qu'ils faisaient du coup en Suède, parmi leurs bonnes pratiques, on a découvert un centre commercial qui s'appelait Retuna, et qui était un centre commercial uniquement constitué d'objets de seconde main. Comme tout le monde, on vide notre garage parfois, puis on met des objets à la déchetterie, et eux les récupèrent, les retapent, et les mettre dans le centre commercial. Tout est centralisé au même endroit.
Et c'est intéressant parce que du coup, c'est un centre commercial qui marche super bien. On y a été, il y avait plein de monde, comme si vous alliez dans un gros centre commercial ici en France, sauf que c'est que des objets de seconde main. On se croirait presque dans un vrai centre commercial avec des vrais, entre guillemets, des produits neufs, quoi. Et ça, je me dis que ça pourrait être répliqué un peu partout quand on voit à quel point nos déchetteries sont pleines, parfois d'objets où on se dit putain, mais je voudrais bien l'avoir chez moi, ce truc-là. Et surtout que c'est des travailleurs en situation de handicap ou de situation en réinsertion qui travaillent dans ces endroits-là. Donc ça mêle le social, l'environnemental. Donc voilà, moi c'est un peu cet aspect-là qui m'a marqué. Les super innovations, mais en même temps, parfois à côté, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément les bons ordres de grandeur en tête. Je trouve ça intéressant parce qu'au final, quand on regarde la pratique de l'avion, on se rend compte que plus une personne est riche, plus elle va prendre l'avion. Donc en fait, je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça, c'est que la Suède est un pays riche, un des pays les plus riches d'Europe. Donc très concrètement, ça se traduit aussi par ça. Ouais, complètement. Oui, et alors ça, c'est carrément du coup quelque chose qu'on a constaté en Suède. Et c'est important à avoir en tête parce qu'on l'a pas toujours aussi, que l'avion et ces formes de voyage et de tourisme aujourd'hui sont réservées à, on parle parfois d'une forme d'élite, ou en tout cas au pourcentage de la planète qui a le plus de moyens. Mais aussi, ça me fait rebondir sur un sujet, et Maya, qu'on a interviewé en premier, nous en parlait aussi. Ça pose la question, en effet, des ordres de grandeur et de se dire, parfois, on s'épuise à vouloir faire tout bien au quotidien, toutes les actions du quotidien, mais sans se rendre compte en fait des ordres de grandeur, et du coup de se dire je pourrais peut-être déculpabiliser si parfois je fais quelque chose au quotidien qui est peut-être un peu moins bien, qui a un peu plus d'impact, mais qu'à côté j'ai conscience que certaines de mes autres pratiques, typiquement le voyage à longue distance, répété, etc., en avion notamment, en fait ça a un impact, et si j'actionnais ce levier-là, que je me raisonnais sur ma consommation de l'avion, je prenais conscience de ça, ça me demanderait peut-être moins d'efforts au quotidien d'agir, d'essayer de tout contrôler, tout maîtriser, et ce que disait Maya, aller acheter bio, faire tout à vélo, etc. etc. Donc voilà, je trouve que c'est aussi, la Suède nous a fait prendre conscience, en tout cas moi à titre personnel, de ces ordres de grandeur, et Dieu sait que parfois sur ces aspects environnementaux, on s'épuise aussi un peu à vouloir tout maîtriser, et je trouve que c'est important de prendre du recul et de se dire, il y a des actions qui ont un impact plus important que d'autres, donc peut-être concentrer mes efforts là-dessus. Justement, quand vous êtes retourné de voyage en France, vous êtes allé à la rencontre d'un certain nombre d'experts et d'expertes sur ce sujet pour compléter les interviews que vous aviez déjà obtenues dans le cadre du voyage. Quels sont un peu les apprentissages que vous avez obtenus en plus dans le cadre de ces interviews ? Effectivement, quand on est rentré en France, on voulait vraiment aller voir des experts du sujet, mais avec une approche un peu plus presque philosophique. On avait expérimenté, on avait compris pas mal de choses, et là on voulait aller voir des experts du sujet qui parlaient notre langue, c'est bête, mais au moins pour comprendre un peu mieux certaines subtilités, pour aller creuser certains aspects qu'on n'avait pas eu l'opportunité de creuser pendant le voyage. L'histoire du voyage, comment ça a évolué au cours des siècles, depuis quand est-ce qu'on voyage, est-ce que c'est un besoin pour l'homme, quelles sont les dernières un peu évolutions, quelle est la différence entre le voyage et le tourisme, quelle est la différence entre l'exotisme et le dépaysement. C'est des sujets qui sont venus progressivement pendant le voyage et auxquels on a cherché à répondre après. Et donc, on a eu beaucoup d'interviews assez marquantes qui nous ont permis de prendre un peu de recul et de voir aussi le voyage à l'échelle de la société, pas simplement à l'échelle individuelle. Donc, ça a permis de démêler pas mal de sujets, de questions qu'on avait sur le voyage et sur l'industrie touristique, sur tout ce qui fait voyage aujourd'hui à l'échelle individuelle et collective. Enfin voilà, quand on a voyagé en bas carbone, en slow travel, on peut donner plein de caractéristiques de notre voyage. On s'est rendu compte que c'était trop cool. Enfin, on a vraiment kiffé, et on s'est dit, du coup, les questions qui sont venues à la fin de nos voyages, c'est mais pourquoi du coup on voyage de manière effrénée, sans calculer, et de manière vraiment fast. Et justement, le fait de discuter avec des experts qui traitent des sujets de l'industrie touristique, de comment on crée des désirs, des imaginaires, etc., ça a vraiment alimenté notre réflexion et aidé à répondre à la question de pourquoi on voyage comme ça. Et c'est un peu, je pense, ce à quoi répond le film qu'on a produit avec Caro et Trist. Ouais, vous avez parlé des industries touristiques, de tous les... Enfin, vous avez mentionné qu'il y avait un certain nombre d'impacts importants sur le vivant de manière générale. Donc ça nécessite, et je pense que vous y participez aussi avec le documentaire, à changer les imaginaires qu'on a du voyage.
De quels imaginaires parle-t-on? Quels sont les imaginaires dominants aujourd'hui dans la société? Un des imaginaires qu'on a un peu tous en tête, c'est l'imaginaire de voyager loin, au soleil, sur les plages tropicales, le sable fin. Voilà, on a un peu tous ça en tête. Ou alors on l'a toujours eu à un moment donné comme voyage idéal. Et moi, ce qui me marque maintenant, c'est en ayant découvert toute autre chose, vélo, en Suède, en novembre, avec des journées courtes. Mais ça faisait 1 mois qu'il n'y avait pas eu d'ensoleillement dans toute la Suède. C'était un des records. Donc bon, voilà, ça fait pas rêver. Mais pour autant, on y vit des choses incroyables. Et une de ces causes, la publicité, c'est quand même un des gros facteurs qui nous incite à justement poursuivre dans ces imaginaires. Il y a pas plus de 2 semaines, je passe dans le métro et je vois une grande publicité avec les plages tropicales quand il fait déjà nuit à 18h30. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire « Ah ouais, c'est sympa ». Et puis après, finalement, très rapidement, étant sensibilisé, on se rend compte que c'est une compagnie low cost qui vend un voyage à l'autre bout du monde pour faire rêver les gens et les inviter à partir en hiver hors saison dans ces pays-là. Donc en fait, oui, ça s'explique par des mécanismes qui sont déjà bien rodés dans la société, quoi. Oui, là, tu parlais du coup de la pub, c'est clair. On s'est aussi rendu compte que les réseaux sociaux avaient aussi leur rôle à jouer dans cette création d'imaginaire. Et en fait, un peu malgré nous aussi, parce que on a toujours voulu. Alors déjà, on voulait faire un documentaire de ce voyage-là, donc l'idée c'était aussi d'influencer à travers l'audiovisuel, mais on avait aussi à cœur pendant le voyage de documenter ce qu'on faisait un peu quotidiennement ou en tout cas quasi à travers les réseaux sociaux. Donc on alimentait notre page Instagram, aussi Facebook. Plus ou moins grande fréquence, mais en tout cas Instagram c'était une manière pour nous de faire vivre notre aventure, etc. Et on s'est rendu compte un peu malgré nous pendant le voyage que en fait ce que les gens voient sur leur écran, c'est pas forcément la réalité de ce qui se passe derrière. Donc par exemple nous on a aussi compris rapidement que quand on partageait des photos d'endroits plus ensoleillés qu'on a pu parcourir pendant notre voyage, ça donnait parfois plus envie aux gens qui étaient de l'autre côté de l'écran que les images qu'on avait partagées de Suède par exemple. Or nous, l'expérience qu'on avait vécue derrière était parfois plus chaleureuse, mémorable en Suède que dans d'autres paysages visuellement plus paradisiaques entre guillemets. Et ça nous a vraiment fait prendre conscience du pouvoir des images. Et aujourd'hui, dans la société, on sait qu'on est tous hyper connectés et on fait du zapping d'informations. Notre cerveau voit passer plein d'images et du coup, tout ça, ça construit aussi un imaginaire et notamment l'imaginaire du voyage. Et une des conclusions aussi à travers nos réflexions, les rencontres avec les experts, c'est que il faut chercher à diversifier les récits qu'on a du voyage, diversifier les imaginaires et justement en montrant peut-être sur les réseaux notamment d'autres images, d'autres voyages qui sont peut-être un peu moins sexy, qui donnent un peu moins envie dans les codes de la société et des réseaux sociaux tels qu'on les voit aujourd'hui. C'est une manière de montrer que c'est aussi super cool de partir en Suède en hiver, de partir hors saison à tel ou tel endroit, même si c'est pas ce que l'industrie touristique cherche à nous vendre parce que c'est peut-être parfois moins rentable en termes d'expérience, de souvenirs à nouveau, etc. C'est tout aussi bien, voire parfois mieux. Donc aussi à chacun de prendre conscience du rôle qu'on a quand on poste des choses sur les réseaux sociaux et d'essayer peut-être de prendre l'influence à son propre jeu et de se saisir de ce levier de l'influence, parce que c'est pas forcément qu'un mauvais mot non plus, de mettre l'influence au service de la diversification des récits et des imaginaires du voyage. Pour rebondir et ajouter un élément sur ce grand sujet de l'influence, on a aussi découvert la notion de tipping point, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voyager différemment, c'est un choix qu'il faut assumer derrière. C'est pas toujours évident quand on revient de congé d'été, de parler avec les collègues qui, eux, ont pu aller peut-être aux quatre coins du monde, de leur expliquer que voilà, une bonne partie de l'été s'est passée en Sologne et que ça a été à base de vélo et de feu de camp, j'en sais rien. Ouais. Et donc, il y a cette notion de tipping point, donc point de bascule en français, qui correspond au fait de dire qu'à partir du moment où il y a suffisamment de gens qui sont convaincus d'une même chose, et à l'échelle de la société, c'est suffisant pour faire basculer l'ensemble de la société sur ce sujet-là. Et donc typiquement sur les changements de mode de vie et donc en ce qui nous concerne vraiment de pratique en voyage, il y a quand même cette idée de se dire il faut atteindre ce point de bascule pour que demain, dans l'imaginaire collectif, voyager
voyager de manière plus responsable, ça soit quelque chose qui soit plutôt valorisé qu'aujourd'hui dévalorisé. Et donc, une des grandes découvertes qu'on a faites auprès des différents experts qu'on a pu interviewer, c'est que ce tipping point, il est assez faible. En fait, c'est 25%, voire moins, de la population qu'il faudrait réussir à convaincre. Et donc ça, c'est assez motivant, porteur d'espoir, parce qu'en fait, on n'a pas besoin que du jour au lendemain, tout le monde change ses pratiques, mais d'une minorité qui soit suffisamment importante et convaincue pour faire basculer l'ensemble de la population. Donc c'est sûr que le pouvoir d'influence et l'imaginaire collectif autour du voyage, c'est un levier qui est très puissant et qu'on peut activer à la fois à l'échelle individuelle, comme l'a dit Caro, en changeant ses comportements personnels dans la façon de voyager et dans la capacité à l'assumer et à en parler autour de soi, mais aussi à l'échelle plus collective, et là c'est plutôt Antoine qui le rappelait, c'est en faisant en sorte qu'au niveau des entreprises, mais aussi des politiques, eh bien, on favorise une manière plus responsable de voyager, peut-être en légiférant sur certaines publicités, en encourageant des entreprises qui proposent des alternatives. On est revenu avec pas mal d'éléments qui nous ont permis de nous dire ok, en fait, il y a des moyens d'agir et à ces deux niveaux-là, individuellement et collectivement. Ouais, je rajouterais juste un truc par rapport à ce que tu disais sur la législation. C'est vrai que de toute façon, ce fameux triangle entre les politiques, les entreprises et les individus, on ne peut pas faire les uns sans les autres. Il faut que les trois facteurs agissent. Mais je prends un exemple. Si je pense qu'il y a 25 ans, il y avait une minorité de personnes qui se disaient bon, on va arrêter de fumer dans les restaurants, ça aurait mis peut-être des dizaines d'années avant qu'il n'y ait plus personne qui fume dans les restaurants. Et en fait, c'est certainement une minorité qui s'est dit c'est pas possible qu'on fume dans les restaurants. Puis la législation a permis d'accompagner cette minorité qu'une loi, et cette loi a abouti au fait que du jour au lendemain, on fumait plus dans les restaurants. Donc en fait, c'est assez complémentaire. Ce point de bascule, il va plus vite lorsque la législation elle accompagne aussi la prise de conscience d'une minorité. Et je trouve qu'aujourd'hui, fumer dans un restaurant, ça ne viendrait plus à l'esprit pour personne. Alors que peut-être que vous en parlez à des personnes qui ont plutôt plus de 40 ans et vous disent à l'époque, c'était complètement normal. Et quand c'est arrivé sur la table, c'était un petit peu scandaleux. Et puis aujourd'hui, c'est complètement normal et ancré. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, il faut espérer que ça change au niveau politique. En attendant que ça change au niveau politique et que ça bascule, il y a effectivement, comme vous en parliez, cette bataille des imaginaires. Et cette bataille des imaginaires, elle passe notamment par les médias, parce que aujourd'hui, tout passe aussi par le numérique. Donc ça passe effectivement par, comme vous, faire des documentaires qui montrent comment on peut voyager autrement, qui met en avant des personnalités qui parlent de comment aussi on peut voyager autrement et de ce que ça peut apporter. Et je trouve que c'est un mouvement quand même qui est assez fort dans la société. Peut-être qu'on est aussi dans ce milieu-là, donc c'est facile de le voir pour nous. Forcément qu'il n'est pas encore majoritaire, mais en tout cas, quand on regarde même à l'échelle de l'influence sur Instagram, il y a des influenceurs et des influenceuses qui voyagent autrement, qui mentionnent pas nécessairement les spots où ils se trouvent justement quand ils font des réels ou autres, pour justement qu'il n'y ait pas cet effet de tourisme de masse à un lieu en particulier. Il y a plein de documentaires d'aventures qui peuvent être tournés sur le côté sportif. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein de documentaires de médias en ce moment qui sont faits et que du coup, ça incite aussi de plus en plus de personnes aussi à voyager différemment, quoi. C'est comme ça complètement qu'on crée un imaginaire. De toute façon, c'est la somme de plein d'exemples d'actions, de volonté. Ouais. Par exemple, quand on y pense, en Suède, on peut vivre des choses que moi, par exemple, j'ai vécues, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait un Erasmus en Suède de 10 mois, donc j'ai expérimenté aussi la culture suédoise et toutes les singularités aussi des choses qu'on peut expérimenter en Suède, qu'on n'expérimente pas en France, que ce soit l'expérience de la nuit en hiver, quand elle est majoritaire, que ce soit le fait de voir des aurores boréales, le fait de voir des élans. Il y a plein de choses au final qui changent, alors qu'on pourrait se dire la Suède, c'est un pays très occidental, c'est un pays un peu américanisé, et pourtant on peut en faire une expérience radicalement différente de ce qu'on vit au quotidien en France, et pas très loin de chez nous au final.
Ah ouais, non, mais t'as complètement raison. Et dans le cas de mes études, pour aller au Chili, j'y ai vécu 6 mois, je travaillais là-bas, donc c'était pas non plus une expérience de voyage comme on a pu le faire en Suède, mais à chaque fois que j'avais un week-end, des vacances, etc., je voyageais en bus, parce que c'est très bien développé là-bas. Et voilà, j'essayais de me plonger dans le local sur place, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu ressentir en Suède, où vraiment je sentais que je m'imprégnais de la culture, que je comprenais un peu les Suédois, parce que j'étais vraiment plus en dehors des sentiers battus. Quant au Chili, j'étais plutôt dans les endroits un peu plus touristiques, qu'on m'avait vraiment recommandé de faire. Et c'est étonnant parce que quand je suis revenu de Suède, je me suis posé la question à quel endroit je me suis senti le plus dépaysé. Et en fait, c'était en Suède. J'avais l'impression d'être à l'autre bout du monde quand j'étais dans les shelters en Suède, alors qu'au Chili, dans un pays qui est quand même un peu plus occidentalisé, à Santiago, j'avais plutôt l'impression de m'être téléporté à cet endroit-là et d'être beaucoup plus proche de chez moi. Mais en tout cas, moi, je sais que ce qui personnellement a fait que je me suis senti plus dépaysé en Suède qu'au Chili, c'est aussi le fait que je m'y suis senti plus loin en Suède. Pourquoi ? Parce qu'on a pris le temps d'y aller, on a pris le temps de savourer les distances, on a pris le temps de l'apprécier, alors que quand on se téléporte d'un point A à un point B, c'est autre chose. Le fait de ne pas savourer la distance pour se rendre à un endroit nous fait avoir l'impression qu'on est près de chez nous. Et je pense qu'une prise de conscience grâce aux experts et grâce à ce qu'on a expérimenté pendant ce voyage-là, ça a été en effet que l'exotisme et le dépaysement ne sont pas proportionnels à la distance qui nous sépare de la destination. On pense que plus on va aller loin, plus on va être dépaysé. On pense que c'est mathématique. Et en fait, ce qu'une des expertes nous a appris, c'est que, et ça résonnait particulièrement, on l'avait aussi expérimenté, c'est que le dépaysement, c'est la rupture avec nos habitudes. Alors c'est sûr que quand on va très loin, il y a une rupture avec nos habitudes, donc on ressent ça. Mais on peut aussi avoir une rupture avec nos habitudes, nos repères, en étant très proches. C'est The Outsiders, qui sont 2 frères qui ont monté une agence de voyage responsable, qui disent qu'on peut être au milieu d'un chalet dans les alpages, et ça ne ressemble en rien à notre quotidien où on est dans un bureau à travailler, etc. Et là, on va ressentir une forme de dépaysement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a expérimenté. Donc voilà, ça remet un petit peu en question le fait de dire bah oui, ok, on veut bien voyager plus proche, mais ce qui est embêtant, c'est qu'on va jamais être dépaysé si on reste proche de chez soi. Et en fait, ça, pour le coup, nous, on l'a vraiment remis en question. Et maintenant, on est convaincus qu'on peut être dépaysé bien plus proche de chez soi que ce qu'on pense. En fait, nous, quand on est partis, on ne savait pas qu'on allait revenir avec tous ces enseignements-là, que ça allait profondément changer notre façon de voyager, mais je crois que simplement se lancer, essayer une fois pour un voyage aussi court soit-il, aussi proche soit-il, l'idée de tester des façons alternatives de voyager, je trouve que c'est quelque chose qui peut aussi permettre d'ouvrir les yeux, de découvrir que finalement, bah oui, il n'y a pas une seule façon de voyager, il y en a plein. Et donc, je pense que se lancer le défi, seul ou à plusieurs, ça peut être vraiment à la fois une chouette expérience et puis derrière, planter une petite graine pour peut-être se dire, bah demain, je voyagerai différemment. Par exemple, en Suède, vous avez fait aussi des rencontres marquantes avec des locaux qui vous ont aiguillé aussi, guidé sur votre chemin. Et en fait, tout ce volet des rencontres, on l'oublie aussi parfois souvent parce qu'on pense à la destination, on pense justement aussi en termes de paysage, on pense en termes d'expérience, de consommation, de lieux, de services, etc. Mais on oublie souvent tout ce qu'apporte la rencontre avec autrui, la rencontre avec la différence, mais la différence, elle peut être aussi au bas de notre porte, elle peut résider chez nos voisins ou nos voisines, et la rencontre, au final, elle est toujours transformatrice, elle peut toujours changer notre regard sur soi, et changer notre regard aussi sur le monde, donc juste faire des rencontres des fois dans son quartier, ça fait énormément voyager. C'est vrai que c'est une chose qu'on a évoquée aussi dans l'épisode 1 avec Siméon, le fait de la présence de diaspora, notamment en France, qui est un pays très multiculturel, permet aussi de découvrir d'autres cultures en ne changeant pas de pays. Ouais, et c'est vrai que quand on a interviewé notamment Saskia Cousin sur le volet plutôt historique aussi du voyage, ça rejoint ce que tu dis. Il y a ce volet, le voyage permet d'aller à la rencontre de l'altérité. Mais je pense que avant, pour trouver l'altérité, l'autre, des personnes différentes, etc., il fallait en effet aller loin. Donc les grands explorateurs sont aussi allés on a ce besoin d'aller se confronter et rencontrer l'autre. Et je pense que c'est un besoin qui est sain. Mais
avant, il fallait parcourir peut-être de longues distances. Aujourd'hui, honnêtement, l'altérité, l'autre, la différence, on peut la trouver plus proche et c'est une vraie richesse. En soi, c'est pas toujours facile, mais c'est comme en voyage, quand on rencontre l'autre, c'est pas toujours facile de se comprendre, etc. Mais ça apporte beaucoup, tout le monde est d'accord pour dire que ça apporte une ouverture d'esprit, etc. On en ressort grandi et en effet, je te rejoins, aujourd'hui, on peut rencontrer l'autre, entre guillemets, bien plus facilement, en tout cas la différence bien plus facilement et plus proche qu'avant. Et depuis votre retour à cette expérience de voyage, est-ce que vous avez l'occasion d'expérimenter d'autres voyages et qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui justement dans les voyages que vous réalisez Déjà, l'objectif d'avoir le moins d'impact possible. Ça, c'est guidé aussi par la volonté de ne pas abîmer l'environnement dans lequel on voyage. Quand je dis abîmer, c'est pas forcément de manière visuelle, pas de déchets, etc. Bien sûr, ça c'est évident. Mais surtout aussi dans ce qu'on ne voit pas. Donc les gaz à effet de serre notamment. Donc il y a déjà ça. Donc déjà, à chaque fois que j'imagine mon voyage maintenant, je me dis comment est-ce que je fais pour me rendre à la destination où je veux aller en ayant le moins d'impact possible et tout en essayant de construire un itinéraire qui va me faire plaisir aussi pendant. Ça nous fait aussi avoir d'autres perspectives sur des lieux qui sont plus proches, mais qui sont tout aussi maintenant intéressants, alors qu'avant, je voyais plus loin l'Amérique du Sud, l'Asie. Au final, je me rends compte qu'il y a plein de pays proches en Europe qui sont vraiment super cool. Il y a plein de trucs vraiment chouettes à faire. Donc en fait, ça m'a ouvert d'autres portes. Ouais, je te rejoins totalement sur cet aspect. On voit davantage de destinations auxquelles on n'aurait pas pensé avant maintenant. Et c'est vrai que c'est à un moment donné, pendant le voyage, avec tous les apprentissages qu'on a eu, les prises de conscience, j'ai eu peur que ça restreigne mon envie de voyager ou que ce soit un peu déceptif, où je me dise, en fait, je peux plus rêver du coup aux destinations qui me faisaient rêver avant, parce que objectivement et factuellement, c'est pas bon pour l'avenir de la planète. Et ça, c'est très mathématique aussi. Donc j'avais peur d'être déçue, frustrée, etc. Et en fait, cette forme de frustration, elle est très vite passée. Dans le voyage, qu'on expérimentait de nouvelles formes de voyage à moindre impact et qu'on s'est rendu compte que c'était top, et en fait, est arrivée une période plutôt d'excitation nouvelle sur toutes ces nouvelles destinations, entre guillemets, qui étaient déjà là, mais juste moi, je les voyais pas parce que je voyais toutes les autres et que les portes se fermaient tout d'un coup. Et en fait, quand tu te dis, il y a plein d'autres destinations que tu peux atteindre différemment, tout d'un coup, l'excitation du voyage, tu la retrouves, mais puissance 1000. Des voyages à vivre, il y en a encore des milliers, il y en a presque plus dans ma vision, en fait, dans ma manière de les concevoir, de les imaginer, etc. J'ai envie d'aller aussi à la rencontre et je sais que dans un voyage, tu peux rencontrer plein de gens et ça changera ta vision des choses, etc. Ouais, et au final, justement, ces destinations, elles se restreignent plus à juste celles mises en avant dans les pubs. Elles se restreignent plus, je sais pas, aux plages paradisiaques, etc. Mais elles doivent avoir plein de saveurs différentes, elles doivent être très diverses. Ouais, et je trouve qu'il y a un peu ce côté, en fait, maintenant, tout est possible, alors que ça paraît hyper contradictoire, parce qu'au contraire, on se dit, non, avec les apprentissages, il y a pas mal de portes qui se ferment, comme je disais. Mais en fait, moi, je trouve que maintenant, tout est possible, et peut-être qu'on retrouve un peu cette excitation d'un explorateur à l'époque qui allait faire le voyage que personne n'avait fait avant. Et en fait, j'ai l'impression que nous, c'est un peu ce qu'on peut faire en s'écoutant vraiment, en questionnant son voyage, en regardant un peu à côté et pas la destination où tout le monde va. On va écrire notre propre voyage, nos propres voyages, et être une forme d'explorateur. On va explorer nos voyages tels qu'ils nous ressemblent, quoi. Le film entre dans le début de sa phase de diffusion. Quel est l'impact que vous recherchez avec ce film ? Et est-ce que vous vous considérez un peu comme des ambassadeurs du voyage bas carbone ? Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure aussi sur cette question de l'influence, on a notre mot à dire sur le sujet et ça peut influencer d'autres à voyager comme nous ou en tout cas à trouver leur forme de voyage responsable et conscient comme on le qualifiait depuis le démarrage du projet. Donc notre envie en fait derrière c'est de partager et de débattre de ce message-là parce qu'on sait derrière ces formes de voyage, il y a plein d'idées reçues et qui sont totalement entendables et je crois qu'on se rappelle tous les trois des idées, des conceptions qu'on avait en tête avant de commencer ce voyage-là. Et du coup, on se reconnaît dans toutes les questions qu'on nous pose. Oui, mais le voyage responsable, c'est ceci, mais c'est cela, mais c'est difficile pour ci, pour ça. On n'a pas oublié que nous aussi, au démarrage, on avait toutes ces idées reçues-là, mais par contre, on sait qu'à force de rencontres, à force de débats, à force d'expérimentation, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était faisable de voyager responsable et que c'était génial et que ça ne devait pas nous faire peur, etc. Et donc, du coup, on a envie de le partager, de lever certains sujets, de briser certaines barrières. Et donc, le film, on le voit vraiment comme
un outil de sensibilisation parmi d'autres. Nous, on essaye aussi de se rapprocher d'acteurs qui apportent des solutions concrètes. Nous, c'est de la sensibilisation, mais on a rencontré des experts ou des entrepreneurs qui apportent des solutions concrètes sur l'hébergement, le transport, etc., etc. Donc ça, c'est des acteurs importants pour concrétiser le voyage responsable. Nous, c'est un outil, le film, pour faire prendre conscience de l'impact du voyage et montrer que c'est possible de faire autrement. Donc voilà, c'est le film, on le voit comme un outil de sensibilisation. Là, la diffusion commence depuis quelques semaines. On a à cœur de le montrer au plus grand nombre, avec des cibles un peu particulières, notamment les étudiants, ceux qui ont encore une vision du voyage qui peut être très influencée par les médias, les réseaux sociaux notamment, mais aussi qui est encore un peu modulable, entre guillemets. On a des idéaux, des conceptions qui ne sont pas encore totalement définitives, même si je pense qu'on peut toujours se remettre en question. Mais voilà, donc il y a un peu cette cible étudiante, et aussi parce que nous, on a pris conscience de ce sujet pendant nos études, et que parfois pendant les études, on a plus de temps pour voyager aussi. Donc c'est une cible particulière, mais on pense que le film peut s'adresser vraiment au plus grand nombre, et on a à cœur dès maintenant de pouvoir le diffuser en avant-première en France, un peu partout, auprès de nos partenaires aussi qui nous ont soutenus, dont la SNCF, donc ça fait beaucoup de sens, dont l'EM Lyon aussi, qui est notre école de commerce, et puis de participer à des festivals, dont le festival Down the Green Road en avril prochain, pour pouvoir avoir un autre canal de diffusion et de discussion, j'insiste là-dessus, autour de ce documentaire. Et puis après, on pourra peut-être envisager, en fonction de l'engouement que ça crée, ou une diffusion nationale en cinéma, pour que ce soit vraiment accessible au grand public et plus seulement dans des cadres spécifiques un peu exclusifs. Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup teasé le film, donc justement j'allais exactement vous poser la question de où c'est qu'on peut le retrouver. Tu as commencé à dire justement qu'il allait être diffusé dans un certain nombre de lieux, festivals, lieux associatifs, etc. J'en profite effectivement pour vous dire qu'il sera diffusé dans le cadre du Festival du voyage engagé le dimanche 13 avril. Donc notez la date, elle se rapproche à grands pas. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on pourra le retrouver ? Et sinon, où c'est qu'on peut trouver les informations pour savoir ? Je suis même pas sûre qu'on l'ait dit, mais le film s'appelle Les Pieds sur Terre. Donc déjà, en tapant sur les réseaux Way, parce que c'est le nom du projet associatif, de l'association qui a porté ce voyage et ce documentaire, en tapant Way et Les Pieds sur Terre sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, vous allez pouvoir retomber sur ces différents canaux de communication qu'on a utilisés pendant le voyage, et puis là pendant toute cette phase de post-production, et maintenant de diffusion, distribution. Donc voilà, c'est déjà les premiers canaux. Et puis après, on a lancé au moment de l'avant-première à Paris officiellement le site web, pareil, qui s'appelle lespiedsurterre-lefilm.com. Où là, vous retrouverez à la fois des détails sur les coulisses du voyage, sur nos intervenants, et aussi une boîte contact et des informations sur les potentielles projections, le calendrier des projections à venir. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter via cette rubrique-là, projection et boîte contact, pour solliciter notre intervention ou la projection en entreprise, en association, dans votre ville, etc. On est hyper friands d'avoir aussi ces contacts et ces relais-là localement pour pouvoir le diffuser. Et puis après, mais ça ce sera sûrement dans un moyen long terme, en effet, pourquoi pas l'admettre en cinéma, et puis il finira sûrement, et on l'espère, sur des plateformes et peut-être YouTube à terme, pour pouvoir, une fois qu'on a réussi à le porter le plus largement possible avec des ciné-débats, des tables rondes, pouvoir être vu encore plus largement. Trop bien, en tout cas je vous souhaite qu'il soit vu par un grand nombre de personnes et qu'il ait de l'impact, et je pense qu'il va en avoir, parce qu'il est vraiment très puissant et très, très impactant. Pour conclure sur le propos, on a beaucoup parlé justement des imaginaires de voyage à changer, on a parlé du sens du voyage. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser aux personnes qui nous écoutent ? Alors un message qui me tient à cœur, je dirais, c'est d'essayer. Je pense que c'est le premier levier sur lequel on peut agir. En fait, nous, quand on est partis, on ne savait pas qu'on allait revenir avec tous ces enseignements-là, que ça allait profondément changer notre façon de voyager. Mais je crois que simplement se lancer, essayer une fois pour un voyage, aussi court soit-il, aussi proche soit-il, l'idée de tester des façons alternatives de voyager, je trouve que c'est quelque chose qui peut aussi permettre d'ouvrir les yeux, de découvrir que finalement, oui, il n'y a pas une seule façon de voyager, il y en a plein. Et donc, je pense que se lancer le défi, seul ou à plusieurs, ça peut être vraiment
à la fois une chouette expérience et puis derrière planter une petite graine pour peut-être se dire demain je voyagerai différemment. Moi, je dirais d'essayer. Et là, ce que je veux dire, ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours, mais je trouve que c'est encore plus fort de le faire en voyage. C'est d'essayer d'apporter un peu d'imprévu dans son voyage. Même dans la vie de tous les jours, on a toujours tendance à essayer de tout planifier, tout maîtriser. C'est naturel, hein. Notre objectif, c'est toujours d'avoir le moins de risques possible pour être le plus en sécurité possible. Sans se mettre en insécurité. En voyage, l'idée, c'est de laisser toujours une petite part d'imprévu, même dans un cadre qui est fixé, hein, toujours se laisser de place à... Par exemple, je sais pas, vous dites que vous voulez partir 2 semaines dans tel endroit, laissez-vous à l'intérieur de ce cadre un peu d'imprévu pour pouvoir vivre des choses incroyables, parce que moi, l'enseignement que j'ai, et notamment de la Suède, c'est qu'en se laissant un peu d'imprévu et un peu de place à l'inattendu, c'est là où on a vécu les choses les plus fortes, qui nous ont le plus marqué et qui nous resteront le plus. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer aujourd'hui maintenant dans mes voyages, toujours laisser cette petite part d'incertitude, d'imprévu pour pouvoir être surpris et surtout ne pas être déçu, parce qu'en fait quand on prévoit pas, on n'est pas déçu, on peut que être agréablement surpris. Et moi, le message que j'aimerais faire passer et que j'aimerais aussi que les gens retiennent à l'issue du film, c'est le fait de se dire, si vous le faites pas pour la planète, faites-le pour vous. Dans le sens où je pense que, et ça c'est pareil, ça s'applique pas seulement au voyage responsable, mais à toutes les actions qui concernent l'écologie aujourd'hui, qui parfois est vue comme un peu punitive, déceptive, comme je disais tout à l'heure, etc. On a l'impression que c'est une contrainte, qu'il faut faire ça pour sauver la planète. En l'occurrence, c'est notamment le cas parce qu'en effet, il y a des vrais impacts à nos actions, nos activités, à nos consommations aujourd'hui. Donc ça, c'est un fait. Et donc la prise de conscience, elle est nécessaire, c'est sûr. Mais au lieu de voir ça comme quelque chose de restrictif qui va dégrader notre passage sur cette terre, plutôt essayer de se concentrer sur ce que ça nous apporte. Et je pense que pour en être convaincu de ce que ça nous apporte, il faut l'expérimenter. Et comme disait Tristan, toi aussi tu le disais Antoine, d'essayer en fait, d'y aller, d'oser le faire, parce que c'est bien beau de voir un documentaire qui nous dit c'est génial de voyager responsablement, etc. Mais tant qu'on l'a pas totalement expérimenté, peut-être qu'on s'en rend pas compte, donc oser le faire évidemment. Mais voilà, se concentrer sur tout ce que ça nous apporte et ce qui fait que on s'ouvre, on apprend sur soi-même, tout ce qu'on cherche en voyage en fait, à se construire aussi. Ça nous apporte à nous, ça nous apporte du bonheur, etc. Et on le fait pas que pour la planète. Génial, merci beaucoup à tous les trois d'être passés à mon micro. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant et pour toutes les billes justement que vous nous avez laissées. Merci beaucoup à toi Anthony pour tes questions pertinentes qui nous font toujours réfléchir aussi au-delà. On n'a jamais fini de creuser et de vivre ce sujet qui est super enthousiasmant, en tout cas de notre point de vue. Et puis on vous attend tous et toutes dans les salles pour venir voir le documentaire, parce que on a hâte de pouvoir aussi vous montrer 1h30 de ces réflexions-là, de pousser plus loin parfois le sujet et puis de lever le voile sur certains éléments un peu mystères qu'on a fait planer dans ce podcast. Donc on vous attend avec plaisir dans cette nouvelle aventure, ce nouveau voyage qui est la diffusion de Les Pieds sur Terre. Et puis on a hâte d'assister au festival On the Green Road après y avoir été en tant que spectateur et y être en tant que contributeur. C'est un vrai plaisir. Génial, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt, notamment au festival. On va avoir l'occasion de toutes et tous se rencontrer, donc ça va être génial. Ciao, merci Anto. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voies. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.